Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Julien Romont, cofondateur et CIO de Tilvest. Comment vas-tu, Julien? Ça va super bien. Merci à Jean de m'accueillir sur ce podcast. Très, très heureux de pouvoir échanger avec toi et échanger sur ce qu'on fait chez Tilvest. C'est un plaisir de t'avoir. On sait que tu es quelqu'un de très important dans l'écosystème. Tu as une société qui est grandissante. C'était vraiment important pour nous de t'avoir et que tu puisses partager à la communauté tout ce que tu fais parce que ton business est assez incroyable et donc on va avoir le temps d'en parler ensemble. Est-ce que, avant de commencer, Julien, on pourrait savoir peut-être un peu plus de choses sur toi? Qui est Julien et qu'est-ce que tu as fait avant de t'intéresser à l'écosystème du Web3? Parce que on sait que c'est un écosystème qui est récent. On a tous eu un petit parcours avant d'arriver dans le Web3. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à croiser cet écosystème du Web3 et du coup fonder après Tilvest? Du coup, moi, j'ai commencé ma carrière en tant que banquier Ok. chez UBS en fusion-acquisition. J'ai commencé du coup je m'occupais principalement des investissements sur la vente d'entreprises de grande capitalisation, c'est-à-dire des valeurs d'entreprises de plus de 500 millions. Donc le job de banquier d'investissement finalement, c'est d'acheter, vendre, de conseiller des sociétés à l'achat ou des fonds de private equity. Et UBS étant, on va dire, un des premiers gestionnaires de patrimoine du monde, on va dire, avec notamment la grosse partie suisse et l'histoire de cette banque, on était confronté, on discutait là, avec des collègues de la partie gestion privée sur la nécessité en fait de pouvoir accompagner leurs clients sur la gestion de patrimoine crypto. Aujourd'hui, c'est quelque chose, enfin, c'était quelque chose à cette époque en 2021-2020 qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et du coup, on s'est dit que avec les associés, qu'il y avait vraiment un business à lancer là-dessus pour accompagner ces banquiers privés, mais du coup aussi tous les gestionnaires de patrimoine, donc ce qu'on appelle les CGP en France, mais Mhm. aussi les family office, pour leur permettre d'acheter de la crypto pour leurs clients ou alors de déléguer la gestion. Et donc, j'ai fait ça rapidement après cette première expérience, parce qu'il y avait le marché qui était là, et en plus, étant passionné de crypto, depuis 2017, à titre personnel, j'ai décidé plutôt d'allier ce qui m'intéressait vraiment avec ce que je pouvais apporter à l'écosystème. Euh, et donc aujourd'hui, on fournit des services que en B2B2C, c'est-à-dire qu'on n'a pas de client direct. Chaque client chez nous est rattaché à un distributeur, en fait, celui qui a la relation commerciale avec son client. Nous, on s'occupe principalement de l'aspect technique et investissement et réponse potentiellement aux questions sur les mandats de gestion. Mais notre rôle se limite à ça. Ok, ok, très intéressant. Donc du coup, toi, ta vision, c'était comment on va pouvoir proposer des crypto-monnaies à d'autres personnes, mais sans être en contact direct avec le client. Et donc du coup, les origines de Tilvest, c'est ça, c'est ce qui t'a motivé à créer Tilvest. Ouais, c'est un peu unique, on va dire, sur la partie crypto aujourd'hui parce que généralement les principaux projets ont voulu apporter quelque chose aux personnes directement. Euh, C'est clair. Nous, on a pris un peu les choses à contre-pied, mais il y a une raison assez simple, c'est que la manière dont on gère le patrimoine aujourd'hui, indépendamment de ce que c'est, pour des personnes qui ont une fortune assez importante, c'est que c'est souvent intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un gestionnaire de patrimoine qui propose plusieurs produits d'investissement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'assureurs qui existent sur la place. Je sais pas, je pense à AXA, Cardiff, qui est l'assureur de BNP Paribas. Il y a d'autres acteurs, par exemple Luxembourg, comme One Life, Williams, même UBS, en fait, est souvent une banque qui est intermédiée par un gestionnaire qui peut être soit en interne chez UBS, mais aussi il y a d'autres personnes indépendantes qui sont pas rattachés à UBS, qui proposent des contrats UBS. Et donc, ça n'existait pas sur le marché crypto, ce mode-là intermédiaire. Et donc, on a décidé d'attaquer ce marché en proposant ce service complètement intermédiaire. C'est-à-dire que ça rajoute quand même une complexité dans notre gestion au quotidien. C'est-à-dire que pour se lancer, il faut avoir des gestionnaires de patrimoine qui sont prêts à y aller. Ce qu'on avait. Donc, ça nous a permis Cool. de vraiment commencer tout de suite, quoi. Ouais. Wow. Bravo, bravo, très bonne vision parce qu'effectivement, tu as apporté directement une valeur à ces CGP que tu savais parfois en difficulté peut-être sur ces questions-là parce que forcément, ils avaient des demandes. Et du coup, toi, actuellement, quel est vraiment ton rôle en tant que CIO pour le développement de ta boîte? C'est quoi tes principales tâches? Qu'est-ce que tu dois faire pour justement continuer de développer Tilvest?
Enfin, dans le rôle d'un cofondateur d'une entreprise comme ça, c'est que ça évolue tout le temps. Donc, en fonction du stade d'évolution de la boîte, il y a forcément des rôles qui évoluent. On va dire aujourd'hui, mon rôle il est plutôt transverse, c'est-à-dire que Ok. je coordonne les équipes techniques, enfin comprendre comment fonctionnent les équipes techniques et dire, leur transmettre le besoin commercial. Donc, je travaille à ce moment-là avec les équipes commerciales pour je suis en face de certains clients, donc j'ai une remontée en direct. J'ai un head of sales du coup qui lui chapeaute l'ensemble des équipes et qui est capable de me remonter les besoins, ce qui est important ou pas. Donc Super. cette partie plutôt, on va dire opérationnelle, elle me permet de rester tous les jours à côté du business. On n'est pas une boîte où il n'y a que du pilotage dans les fonctions managériales. Et les autres points qui sont plus liés à mon rôle, c'est les sujets de levée de fonds lorsqu'il y en a eu. On a levé plus d'un demi-million en 2022, et donc c'était moi Wow. qui m'occupais de ça. Et après, il y a les reporting du coup financiers à la fois en interne pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à notre business plan. Et donc tout ça fait que ça remplit pas mal la journée, en plus de tous les sujets qui sont pas scriptés, c'est-à-dire s'il y a un bug sur un endroit ou est-ce qu'il y a un sujet, une demande spécifique vraiment d'un client, d'un partenaire, je suis amené à rentrer en tant plus qu'expert que l'équipe sales qui du coup catégorise tout ça pour parler d'un sujet en particulier afin de closer le deal justement. Donc c'est assez transverse et il faut savoir surtout, je pense, s'adapter parce que plus on évolue, plus la boîte augmente de taille, plus le rôle peut évoluer. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Ok, bravo. Bah, ça fait une sacrée liste de tâches à faire au quotidien. Je pense que tu dois vraiment pas t'ennuyer. Bravo, vraiment bravo à toi pour ce que tu arrives à mettre en place. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi les crypto-monnaies, c'est si important dans l'écosystème des CGP? Pourquoi les sociétés donc, de gestion de patrimoine ont le besoin de pouvoir et limite le devoir de proposer ça à leurs clients? Alors, je pense qu'il y a deux points dans cette question. La première, c'est que les gestionnaires de patrimoine aujourd'hui sont principalement poussés par leurs clients. Ouais. Ils cherchent, on va dire les gestionnaires de patrimoine ont souvent la liste de produits qu'ils ont, donc je sais pas, de l'assurance vie, du capital investissement, donc on entend pas mal parler de private equity aujourd'hui, de l'immobilier. Et donc Mhm. la partie crypto, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau dans ce milieu. On va dire que c'est sérieux pour les gestionnaires de patrimoine que depuis 2020. Et pour ces gestionnaires de patrimoine, il y a une proportion qui accepte le changement, qui souhaite du coup aller chercher des nouveaux produits en permanence. Il y en a d'autres qui préfèrent creuser sur les produits qu'ils connaissent déjà. Ce qui fait que il y a deux types de discours à avoir, ceux qui veulent vraiment y aller tout de suite et ceux qui préfèrent laisser d'autres se lancer dessus. Et donc, pour tous, je pense que c'est un sujet. C'est juste la manière dont ils le traitent. Il y en a qui préfèrent dire, ben oui, mon client, j'ai pas envie de l'accompagner là-dessus. Je préfère qu'il aille le faire soit tout seul, soit avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Donc ça, c'est un choix. Et donc nous, on est plutôt spécialisé dans l'accompagnement de ceux qui ont envie d'y aller et de se lancer sur ce sujet. Et c'est important pour eux parce que ça devient omniprésent. Aujourd'hui, Ouais. il y a plus de personnes qui détiennent en France de la crypto. On est à peu près à 12% selon la dernière étude de la DAN, euh, ou celle de l'AMF de décembre, elle était plutôt autour de 9%, on va dire entre 9 et 12. Alors que les gens qui détiennent des actions en direct, ça représente plus 7% environ, selon la Totalement. même étude. Et donc, en fait, ça veut dire que dans les clients d'un gestionnaire de patrimoine, il y a forcément une proportion qui en ont déjà acheté. Et c'est un peu une manne auquel ils n'ont pas accès, ils n'ont pas forcément une très bonne vision. Et l'idée, c'est de leur permettre d'aller déjà accompagner leurs clients pour qu'ils ne fassent pas souvent un peu n'importe quoi, dans la majorité des cas, aller chercher des jetons qui ne sont pas forcément les premiers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien, mais en tout cas, il y a plus de risques que par exemple acheter du Bitcoin en termes de volatilité, en termes de scam potentiel. Et donc, il y a un rôle aussi d'accompagnement du gestionnaire du patrimoine à avoir sur ces Mhm. actifs-là.
Et le fait est que pendant un moment, les gestionnaires de patrimoine au global et tout le monde disait que la crypto, c'était un événement qui allait s'évanouir assez rapidement, fait que il faut débloquer un peu ça et leur dire, bah oui, en fait, non, je vais vous accompagner là-dessus et je vais vous permettre, comme vous me posez des questions sur les actions, je vais pouvoir répondre à vos questions sur les cryptos. Et donc, il y a un gros travail là-dessus et c'est pour ça que c'est une priorité à la fois pour les gestionnaires de patrimoine et pour les clients qui du coup peuvent se faire accompagner d'une meilleure manière qu'ils pouvaient, alors qu'avant c'était quasi impossible. Donc c'est Ok. principalement ça le défi aujourd'hui, ou les défis. Ok. Ouais, et puis je pense que c'est important de pouvoir proposer quelque chose de toujours innovant. Parce que quand on est une entreprise, si effectivement, comme tu l'as dit, il y a d'autres personnes qui vont aller acheter des cryptos ailleurs que le CGP, bah, le CGP peut potentiellement perdre des clients. Donc c'est important de proposer peut-être un portefeuille large euh, pour pouvoir avoir un maximum de clients qui soient satisfaits de ce qu'on peut proposer. Bah, principalement, ce que nous on a pu voir, qui est assez intéressant, c'est que il y en a qui vont utiliser l'accès à ces classes d'actifs comme un élément différenciant. Par Ouais. exemple, un client qui va voir deux gestionnaires ou trois gestionnaires de patrimoine, comment est-ce que le gestionnaire arrive à se différencier par rapport aux autres? Et donc, j'ai un cas précis en tête où un gestionnaire était face à une banque et un family office, et ni la banque ni la family office proposaient une diversification à la fois sur des devises et des crypto-monnaies qui a particulièrement plu aux clients et qui a fait qu'il a pu capter un patrimoine de l'ordre de 3-4 millions en ayant cette brique en plus. Parce que dans les faits, les produits traditionnels, bon, c'est toujours quelqu'un qui va dire qu'il a le meilleur produit, mais in fine, ça reste des obligations, ça reste des actions, que ce soit privées ou publiques. Et du coup, bah, c'est globalement, quelqu'un qui connaît un peu le marché, c'est globalement accessible à une grande partie d'entre eux, à part sur des deals ultra select, mais ce qui est quand même moins intéressant ou moins présenté par les CGP aujourd'hui. Donc c'est vraiment un atout de différenciation lorsque c'est bien utilisé. Ouais. Ok, ok, bah merci pour ton explication. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Donc actuellement, toi, tes clients, c'est que des entreprises. Comment tu fais pour sélectionner des entreprises? Elles viennent à toi et tu dis oui, je peux travailler avec vous, je peux pas travailler avec vous. Bien sûr, tu dois avoir un peu de démarchage, j'imagine. Comment ça se passe si jamais on est une entreprise, on veut te contacter? Comment ça se passe pour être sélectionné? Alors, les entreprises, donc les distributeurs, donc ça va être soit des gestionnaires de patrimoine, family office ou banque privée. Il y a pas de démarchage à proprement parler. C'est-à-dire que nous, on fait D'accord. de la pub, dans le sens où on participe à des forums, on fait des articles, et du coup, on a un trafic organique qui nous permet d'avoir 3 à 4 demandes minimum de demandes de contact par semaine pour pouvoir accompagner des gestionnaires de patrimoine. Donc ça, c'était le cas maintenant. Au début, c'était quand même plus compliqué. Donc on a fait jouer plus nos relations et le bouche à oreille dans ce milieu, il est quand même très fort. C'est-à-dire que c'est un écosystème où les gestionnaires de patrimoine peuvent se retrouver dans des séminaires et ne se considèrent pas forcément comme des concurrents. C'est-à-dire ils peuvent échanger librement les uns et les autres sur bah, les produits qu'ils peuvent avoir. Je sais pas, un CGP, gestionnaire de patrimoine qui est à Metz, qui va dans un séminaire et qui rencontre un CGP qui est à Marseille. Ils considèrent qu'ils n'ont Hmm. pas la même clientèle, qu'ils n'ont aucun risque qu'il y en a un qui pique l'autre. Et du coup, ils s'échangent plus des tips sur ben, ce qu'ils font. Et donc, ça prend un peu de temps, mais on commence à bénéficier pas mal de ça. Et donc, on accompagne aujourd'hui à peu près 200 CGP, donc gestionnaire de patrimoine Wow. sur la plateforme, où ils ont un accès directement pour pouvoir ajouter leurs clients, suivre les positions. Et après, on travaille aussi en B2B. Donc ça, c'était la partie B2B2C. Donc les gestionnaires de patrimoine ramènent un client qui est in fine notre client, mais dont la responsabilité commerciale est celui du distributeur. La deuxième partie, c'est que on référence des autres acteurs régulés, donc PSAN, qui ont des mandats de gestion. Donc là, on a référencé notamment la semaine dernière une entreprise qui s'appelle DeFi Labs, qui a été fondée par un ancien gérant de hedge fund qui propose de la gestion algorithmique ou discrétionnaire sur les cryptos. Donc on rend disponible notre tech pour qu'il puisse ben, gérer des mandats pour les clients des gestionnaires de patrimoine. Donc on fait l'intermédiaire entre
le gestionnaire de patrimoine qui veut avoir cette allocation et ce partenaire qui du coup nous contacte aussi pour pouvoir référencer leur mandat chez nous. Ok, très intéressant. Aujourd'hui, vous avez à disposition, donc tu disais plus de 200 CGP, c'est immense, vraiment félicitations pour ça. Euh, Combien vous pouvez proposer de crypto? Est-ce que vous êtes connecté et vous êtes limité en termes de crypto? Est-ce que c'est illimité? Bon, illimité, c'est compliqué. Combien vous pouvez proposer de crypto à l'achat à vos clients? Alors, on a un filtre réglementaire, vu qu'on est régulé, où on ne peut pas voilà, Oui. proposer des jetons favorisant l'anonymat sans que ça soit exclu. On a une obligation de résultat sur le financement du terrorisme, donc on ne peut pas toucher à ça, par exemple. Ok. Mais en dehors de cette limite, on est connecté aux principaux exchanges. On peut passer des ordres en DeFi aussi. Et donc, en fait, on n'est pas vraiment limité en termes de crypto. On va dire qu'aujourd'hui, en trading direct, chez nous, on peut traiter jusqu'à 120 coins sans, Wow. sans aucun problème. Après, on fait donc de l'OTC pour acheter des actifs en DeFi. Et donc, on n'est pas limité sur les jetons qu'on peut proposer, ne serait-ce que dès lors qu'ils correspondent en fait à notre spectre d'investissement, notre spectre de conformité. On fait un peu on répond aux besoins du client en disant est-ce que c'est possible ou pas. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. C'est ça la différence aussi avec un exchange, hein. C'est que on est sur un service premium qui s'adresse à des gens qui sont prêts à mettre plus que 10 000 euros dans un mandat. Et donc ensuite, ça leur donne accès à plus de profondeur que pourrait avoir une plateforme, on va dire, qui est destinée du coup qu'à du B2C, qu'à du client final. C'est-à-dire que nous, on fait un service sur mesure, dire voilà, on veut un mandat de gestion sur des petites capis en dessous, par exemple, des 100 plus grandes, donc 101 et jusqu'à pas forcément les limites. On va pouvoir acheter vraiment des toutes petites capitalisations si ça correspond au mandat qu'on a conclu avec le client. Ok, ok, ouais, super intéressant. Et, c'est important que tu parles de régulation, tu l'as dit juste avant, on ne peut pas proposer tout et n'importe quoi. Donc tu parles de régulation, c'est très 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 important la régulation. Comment justement, quel a été l'impact pour Tilvest quand vous avez été régulé par l'AMF sur votre crédibilité et puis ce qui montre aussi votre force de sécurité enfin, dans ce que vous proposez. Et donc, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce que ça a augmenté automatiquement ta crédibilité, le fait d'être régulé? Est-ce que ça t'a permis d'offrir des services qui étaient beaucoup plus sécurisés? Quel a été vraiment ton ressenti par rapport à ça, ton impact? Ouais, nous, on a fait le choix de ne pas commencer à proposer nos services avant d'être régulé. Donc, D'accord, ça a un impact assez fort. C'est-à-dire que pendant 9 mois, on n'a pas tu pu gagnerais. avoir de clients. Ouais, donc, c'est plus de dépenses que des entrées. La raison là, derrière, c'est parce que nous, on était convaincus qu'en fait, on pouvait pas faire sans. On est dans une profession qui est elle-même régulée, c'est-à-dire que les gestionnaires de patrimoine, ils ont une réglementation qui est la réglementation des conseillers en investissement financier, donc CIF, CIF, qui fait qu'ils ont une réglementation en permanence, ils doivent s'assurer d'adéquation des investissements qu'ils proposent à leurs clients par rapport à leur patrimoine, à collecter des informations pour lutter contre le blanchiment, le financement du terrorisme. Donc, en fait, aller leur présenter un projet qui n'était pas régulé par l'AMF, alors que justement on avait une nouvelle réglementation, la réglementation PSAN, qui permettait justement d'apporter un peu ce sésame, c'était impossible pour nous. Donc on a fait le choix de prendre un peu notre mal en patience et d'aller d'abord se réguler et ensuite d'aller répondre à la demande, ce qui peut être un peu frustrant au début, Ouais. mais c'était le choix naturel pour nous, sachant qu'on vient tous dans l'équipe d'industrie réglementée, donc commencer à faire des activités de manière non régulée, c'était pas du tout dans notre ADN. Et donc, pour répondre à ta question, on voyait trop de faiblesse à le faire sans. Et donc, la force que ça nous a apporté, c'est de pouvoir expliquer qu'on était régulé, qu'on avait expliqué notre schéma de fonctionnement à l'AMF, qu'ils avaient été acceptés,
Trop bien. Parce qu'en fait, tu présentes un schéma, on va dire une présentation de l'activité, comment est-ce que tu vas travailler, avec quel client tu vas avoir, plus une matrice complète de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, qui explique ben, dans tel cas, avec une grille, ben, les clients correspondent à tel profil, ben, il est interdit pour telle ou telle Hmm. raison. Et donc, ça veut dire aussi qu'on n'a pas eu de legacy, on n'a pas d'historique où c'était pas clean. Et donc, ça fait aussi qu'il n'y a pas une charge sur la société en plus, qui au début paraît pas forcément importante, mais qui peut devenir vite ingérable, et ce qui n'est pas notre cas. Et donc, la force que ça nous a apporté, c'était de pouvoir montrer à tout le monde qu'on avait fait cet effort-là et que on était vraiment sérieux enfin, dans l'écosystème et que c'était important pour nous. Après, sur la sécurité, l'AMF aujourd'hui est pas, on va dire, elle monte en compétence et elle devient capable de juger si les solutions de conservation, par exemple, sont sécurisées. Nous, on a présenté un projet et on suit toujours de sécurisation des clés à multipartie. C'est-à-dire que c'est pas, chaque client n'a pas une ledger chez nous parce que ça représente un risque opérationnel, mais c'est à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite, il y a une clé globale privée qui doit être utilisée. Et donc pour y accéder, il faut ben, au minimum deux personnes chez nous, et plus les montants sont élevés, plus il faut deux personnes qui nécessitent, ben, qui donnent leur accord pour accéder. Donc ça va de minimum 2 à maximum 4 pour pouvoir signer les transactions. Ce qui permet d'avoir la scalabilité tout en ayant une La sécurisation sécurité. pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Euh, et donc ça, l'AMF l'avait bien compris et elle était sensible au fait que on présente un programme justement qui permettait d'avoir ça. Après, l'AMF n'est pas compétente aujourd'hui pour juger de l'utilisation d'une solution ou d'une autre, et c'est pas le rôle qu'ils veulent se donner. Euh, et c'est assez important de le noter. Ok, bah merci d'avoir été précis sur ce point et merci de nous avoir expliqué la totalité de l'impact de la régulation MF pour toi. Effectivement, on voit que ça a été très intelligemment fait. C'est voilà, on se régule, après on va travailler. Alors qu'il y en a beaucoup de gens qui font l'inverse parce que voilà, quand on démarre une startup, on a besoin de cash et la priorité c'est peut-être déjà de faire du cash. Et toi, tu as dit non, nous on va se prioriser, on va récupérer l'agrément et après on va bosser. Donc vraiment très intelligent de ta part, bravo pour ça. Euh, Actuellement, toi qui es dans l'écosystème depuis un bon moment maintenant, tu as vu l'écosystème sans CGP. Tu commences à voir l'écosystème avec des CGP, avec des institutions. De quel œil tu vois justement cette arrivée? Alors bon, tu favorises cette arrivée pour les CGP, donc j'imagine que c'est d'un bon œil. Mais voilà, on entend de plus en plus de BlackRock, de grosses sociétés qui sont en train de se mélanger à l'écosystème. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que c'est bon signe? Et est-ce que c'est favorable à l'écosystème comme il est? Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. Alors oui, c'est super favorable l'écosystème. On va dire que ça donne de la visibilité, ça montre qu'il y a des personnes qui se jettent dans le grand bain. C'est par exemple le BlackRock arrive en janvier 24 avec les ETF. Ça a pas mal bousculé d'ailleurs les grandes banques européennes qui n'étaient pas forcément positionnées là-dessus. Et donc ça Ah, c'est montre clair. que le plus grand gérant d'actifs publics au monde, qui est BlackRock, ben, se lance dans cette course-là. Je crois qu'il a collecté plus que 15 milliards sur l'ETF.
ça montre, on va dire qu'il y a une avancée, une prise de conscience en fait de cet actif, et surtout que on voit beaucoup moins d'articles qui disent que Bitcoin est mort, en tout cas va mourir, et ça montre que c'est maintenant présent, c'est-à-dire que ça fait partie du paysage. Et ça, c'est super important pour l'écosystème de montrer que eh bien, c'est un actif qui est rentré dans les classes d'actifs qui sont investment grade, c'est-à-dire qu'on peut, Hmm. c'est sérieux de mettre 1%, 2% de son patrimoine financier sur cet actif-là. Et ça, sans ces grands acteurs-là, ça n'aurait pas été possible. Le vrai sujet qui nous intéresse, c'est l'utilisation de la technologie de la blockchain publique pour la D'accord. résolution des transactions financières. C'est-à-dire que le vrai enjeu pour nous, c'est que dans la finance traditionnelle, il n'y a pas eu d'évolution technique majeure depuis la digitalisation des ordres sur les places de marché. Avant, enfin, on était avec des petits papiers et tout le monde hurlait à la bourse pour acheter et vendre. Je pense que tu as dû voir, ou tout le monde a dû voir Bien des, sûr. des- des films là-dessus. Aujourd'hui, pour acheter par exemple un produit structuré, ça peut prendre jusqu'à 3 jours pour se faire livrer le produit. Et donc, avec la crypto, et en tout cas avec les smart contracts, il y a la possibilité d'automatiser la gestion et la création en fait de produits financiers complexes beaucoup plus rapidement et du coup d'accélérer en productivité sur la finance. Et BlackRock, on entend beaucoup parler de l'ETF, mais ils ont lancé un fonds tokenisé aussi qui s'appelle Build sur Hmm. Ethereum, qui montre qu'ils s'intéressent aussi à ça. C'est-à-dire pouvoir avoir comme infrastructure de règlement sur le marché dire traditionnel, d'avoir une sous-jacente blockchain, avec une blockchain publique comme celle d'Ethereum. Et ça, c'est un véritable atout parce que ces blockchains-là, elles auront de la valeur que lorsqu'il y aura des grosses transactions qui vont être réalisées, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de transactions qui sécurisent ce qu'on fait. Et donc, c'est ça qui donne de la valeur à Ethereum pour demain. Et donc, c'est ça qui, pour nous, ressemble, en tout cas pour moi, donne énormément de valeur à la blockchain Ethereum en termes de tiers de confiance Mhm. qui permet de résoudre des calculs et donc de créer via les smart contracts des produits financiers qui avant mettaient quelques jours en fait à se faire, alors que là, ça peut se faire en quelques minutes. Donc, c'est ça vraiment qui est super intéressant pour moi dans cette arrivée des institutionnels sur le marché crypto. Ouais, c'est intéressant ta vision parce on voit encore une fois qu'il y a des gens qui sont fermés pour les institutionnels, il y a des gens qui sont très ouverts et il y a de plus en plus de gens qui sont surtout ouverts parce qu'ils voient que ça apporte énormément de force et tu as expliqué tout, enfin, voilà, tout ce que ça apporte. Il y a aussi une partie éducation qui manque parfois parce que c'est difficile de démystifier un petit peu l'écosystème. Pour beaucoup de gens, ça reste encore un scam géant, etc. Ce qui est vraiment pas du tout le cas. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent être inquiets par rapport à ça. Comment vous, avec Tilvest, vous arrivez à démystifier l'investissement en crypto à vos CGP? Comment vous arrivez à leur expliquer que voilà, c'est une économie qui est là, qui prend de la place, qui n'est qu'à son début, donc il va prendre de plus en plus de place. Comment tu arrives à démystifier ça et utiliser des mots pour vulgariser un petit peu cet écosystème? Déjà, le premier point, c'est qu'il faut que les personnes en face, elles soient quand même assez ouvertes. C'est-à-dire Ouais. que on a arrêté de prêcher, enfin de parler de manière continue et insistante à des gens qui sont pas prêts à écouter. Donc ça, c'est le premier point. C'est que je pense qu'il faut être prêt, déjà ouvert d'esprit en se disant qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est intéressant, oui ou non, plutôt que de partir d'un a priori en disant de toute façon c'est à jeter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on repart de la base, c'est-à-dire comment est-ce que fonctionne, comment est-ce qu'est miné un Bitcoin et pourquoi est-ce qu'on dit miner, donc va dire encrypter les transactions pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que le mineur est rémunéré un peu de Bitcoin parce que c'est sa récompense pour assurer la sécurité du réseau. Le fonctionnement du coup similaire sur Ethereum, mais du coup pas avec des puissances de calcul, mais avec la preuve de participation. Donc ça explique déjà comment est-ce que ça fonctionne à la base. Et après, vu qu'on parle à des financiers, globalement, une fois qu'on a expliqué comment ça fonctionnait, le reste, tout est globalement financier. C'est-à-dire, si je bloque, par exemple, je stack de l'Ether pour recevoir des rendements dessus, voilà, c'est comme des dividendes qui tombent chaque année, ou jusque là, c'est automatisé, donc ça tombe tous les jours, ou tous les 15 jours, par exemple. Et donc, les fonctionnements de la blockchain, on n'est pas reparti de zéro. Il y a beaucoup de choses qui sont globalement très proches de la finance, et c'est juste que c'est automatisé, facilité.
Et donc, en fait, on essaye toujours de se rattacher à un concept financier qu'ils connaissent. Est-ce que c'est proche d'une entreprise? Est-ce que c'est proche d'un service bancaire qu'ils connaissent? Par exemple, lorsque je fais du liquidity providing ou du lending en crypto, mais en fait, c'est très proche de ce qu'on appelle en finance traditionnelle du prêt lombard. Un prêt Mhm. lombard, c'est, je sais pas, j'ai 100 000 actions LVMH, ou alors, j'ai pas 100 actions LVMH pour faire plus petit, bah, qui valent, je sais pas, 5 000 euros ou 50 000 euros, ben, la banque, elle peut accepter ces actions en contrepartie, en nantissement, et me donner en face 25 000 euros. Et donc, elle se fait forcément un peu d'argent là-dessus. Et donc, le fonctionnement de la crypto, par exemple, de la fourniture de liquidité, c'est très proche de ça. Et donc, on essaye toujours de se rapprocher d'un de ces concepts-là. Et à partir de là, généralement, les questions viennent parce que ça pique leur curiosité. Dire, bah, comment est-ce que c'est possible que eh bien, un système comme ça fonctionne? Et ben, on explique les tenants, les aboutissants. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que dès qu'on a cette relation ou cette discussion qui permet d'aboutir à ça, eh bien, ça permet de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de rentrer dans le détail de leurs questions. Et c'est là qu'ils deviennent vraiment intéressés. Et donc, c'est là où ça devient plus un partenariat qu'un cours, entre guillemets. C'est où ils Ouais. comprennent l'intérêt et ils arrivent à se projeter. Parce que généralement, c'est des investisseurs eux-mêmes. Ils se disent, ben, ils voient qu'il y a des lacunes dans le système actuel sur certains sujets. Ils disent, ben, si ça arrive vraiment à résoudre ce problème-là, ben, ça m'intéresse. Du coup, commencent à creuser plus. Euh, et donc, c'est ça qui est vraiment pour nous le but, d'arriver à cet état-là, pour leur apprendre quelque chose. Et ensuite, s'ils veulent investir avec nous, ben, très bien. Mais d'abord, il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Ok, bah super, merci pour cette précision. On sait que dans l'écosystème Web3 blockchain, il y a beaucoup de choses qui commencent à grandir et arriver. On entend de plus en plus parler des RWA, tokenisation, tu en parlais juste avant avec BlackRock. Est-ce que c'est quelque chose que par la suite, ça pourrait être un truc que vous allez proposer sur le Tilvest ou vous êtes ultra focus crypto-monnaie? Non, c'est quelque chose qu'on veut proposer dans le futur. Après, il faut pas confondre, on va dire, actif réel et il faut bien comprendre qui est le propriétaire là-dedans parce que, Ouais. en fait, acheter un jeton qui me donne des pseudo-droits à quelque chose, mais il n'y a aucune sûreté, en fait, on arrive à un moment forcément sur des problèmes structurels. Par exemple, c'est la raison pour laquelle pour l'immobilier, on a créé, ils ont créé, enfin, le régulateur a créé des SCPI pour que tout le Mhm. monde ait un droit, on va dire, égal sur l'immobilier. Donc, il faut, comment dire, il faut être assez mesuré quand même sur les apports que ça peut avoir. Est-ce que le jeton qui est créé donne vraiment un titre de propriété ou non? Et donc, c'est vraiment ça qui est important pour nous. Après, sur les RWA, notamment sur la fourniture de liquidités, enfin, donc de partager le rendement des T-bills, donc les rendements du Trésor américain, avec ceux qui détiennent le jeton. Bah, c'est une utilisation intéressante, mais aujourd'hui, euh, on n'a pas un meilleur taux en faisant ça que si on allait le faire directement pour un investisseur institutionnel. Donc en fait, pour nous, il y a moins d'intérêt à dire à ce niveau-là que sur un investisseur retail qui globalement il n'y a pas forcément accès. C'est-à-dire que et encore, par exemple, je sais pas sur des brokers comme Interactive Broker ou encore Trade Republic, ils donnent accès sur les liquidités excédentaires à des rendements de ce type-là. Donc, c'est un sujet qui est hyper important parce que ça permet de fluidifier un marché qui est globalement peu fluide, donc échanger par exemple des titres de société non cotés. Mais il y a beaucoup de contraintes, je trouve, techniques et on va dire légales pour s'assurer que lorsque je détiens un jeton, ça et que ben j'ai plus de liquidité en face parce que ça peut arriver. Est-ce que j'arriverai à récupérer le bien réel in fine? Et c'est ça les vrais points qu'un investisseur institutionnel va regarder parce que lui, il peut déjà y avoir accès sans passer par des jetons. Et donc, là où il y a vraiment un Mhm. intérêt pour nous, c'est de trouver des niches ou en tout cas des marchés qui sont historiquement peu liquides et dont on arrive à proposer un produit qui l'est.
et qui me permet de récupérer l'actif sous-jacent en cas d'absence de liquidité sur le marché secondaire, du coup, le marché par exemple en jetons. Et ça, pour le moment, il y a plein de boîtes qui essaient de lancer ça. Je pense à Centrifuge ou à d'autres, ou Maple, qui peuvent être super intéressantes en termes de projet. Mais je pense que c'est encore naissant et donc il faut regarder ça, continuer de regarder ça, mais creuser forcément les projets dans lesquels on va aller. Ok, bravo. Bravo, pareil, pour cette vision assez grande et assez large. J'ai une question. Enfin, du coup, c'est un peu deux questions dans une. Combien de temps a Tilvest et quelle est la vision pour toi en tant que CEO de Tilvest à 4 ou 5 ans? Si bien sûr, elle n'est pas à 100% confidentielle, hein, tu dois dire que ce qui est bien sûr non confidentiel, mais est-ce que tu peux nous dire, parce que là, tu viens de nous partager bah, voilà, des potentielles choses que vous allez faire dans le futur, est-ce que tu peux nous partager bah, voilà, quel âge a la société et quels sont ses objectifs pour les prochains mois ou années. Ouais, on a commencé à travailler sur le sujet il y a quasi 3 ans maintenant. Dans un mois, ça fera 3 ans qu'on a commencé à réfléchir sur ce projet. La vision, on va dire, à 3-4 ans, c'est de pouvoir, on parlait des RWA, mais d'offrir une infrastructure de suivi de position via la blockchain. Donc, c'est-à-dire Ah, génial. que demain, je puisse avoir, je sais pas, mon assurance vie avec des jetons crypto ou un compte titre et que tout ça puisse être référencé sur, par exemple, une blockchain publique, c'est vraiment notre objectif à moyen terme. Et on met tout en œuvre aujourd'hui pour le mettre en place, en se focalisant d'abord sur la partie crypto. Donc, notre objectif à terme, c'est d'aller chercher d'autres actifs dès que ça sera possible. Ok. Bah, on voit en tout cas qu'il me paraît encore une vision très large. Vraiment, bravo pour ce que vous faites parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans l'écosystème, en tout cas francophone, qui proposent ce que vous proposez. Donc vraiment, bravo à vous. Vous êtes combien actuellement à travailler au sein de Tilvest? On vient de recruter 2 personnes, donc on sera 12 bientôt. Donc ça fait, Waouh, bon, ça fait une petite équipe. Donc bravo. ouais, on est assez content, ça grossit bien, mais ça grossit de manière mesurée surtout. C'est-à-dire qu'on n'a pas levé des centaines de millions, mais aujourd'hui on est bénéficiaire et donc on réinvestit nos bénéfices directement dans la croissance de la société. Et donc c'est ça qui est vraiment super intéressant enfin, chef d'entreprise. Bah, c'était justement une de mes questions. Est-ce que vous avez pour objectif de relever des fonds par la suite? Ou du coup, comme maintenant vous êtes bah, un peu autonome financièrement, vous n'avez pas forcément ce besoin, ou peut-être que vous êtes enlevé, on pose toujours un peu la question à tout le monde. Non, on n'est pas enlevé de fonds, c'est-à-dire qu'on a toujours des tickets dans la boîte, et donc on annoncera aussi prochainement un investisseur qui nous a rejoint pour s'appuyer en fait à des piliers qu'on trouve de l'écosystème pour du coup les inciter à nous aider. Et qui montre aussi que eux ils ont un peu skin in the game, qu'ils ont des billes investies dans le projet. Ouais. Mais la raison qui nous pousserait à lever des fonds, ça serait soit d'aller chercher un nouveau pays, soit d'aller chercher un nouveau marché, toujours avec cette logique intermédiaire. Mais alors imaginons demain on veut proposer et aller à 100% sur des actifs réels et de se conformer à toute la réglementation que ça impose, ça peut nécessiter du coup des capex importants Ouais. à un moment T et du coup d'aller chercher des levées. Mais une levée, ça, c'est pas forcément une levée en equity, ça peut être une levée en dette ou en obligation convertible. Et donc c'est des choses qu'on peut être amené à regarder. Mais voilà, on n'a pas fait une croix sur le lever, mais aujourd'hui on reste autofinancé. Et donc s'il y a un nouveau projet demain qu'on veut développer ou accélérer sur un point, on serait amené forcément à lever un peu potentiellement des fonds. Et donc c'est à ce moment-là que peut-être on pourra reparler de ça. Ok, bah, parfait. Parfait pour ça. Petite question par rapport pas à la vision cette fois-ci, mais plutôt à la structure. Donc, vous avez structuré la société afin qu'elle grandisse vraiment sainement. Bravo, bravo à toi. Quel est l'impact que tu proposes au quotidien dans l'accompagnement des CGP? Tu disais qu'il y avait un peu de formation de leçons. Il y a aussi, j'imagine, savoir comment ils vont pouvoir proposer leurs services complémentaires aux clients. Est-ce qu'il y a d'autres, dans la partie structure, est-ce qu'il y a d'autres services que vous proposez à vos clients? Alors,
en fait, nous, on propose aussi, peut-être pour expliquer un peu ce qu'on met à disposition de nos partenaires, c'est qu'on leur met à disposition une plateforme globalement très proche de ce qu'ils peuvent retrouver en gestion de patrimoine traditionnel, D'accord. sur laquelle leurs clients ont aussi accès. Donc c'est ça la différence principale avec un compte, on va dire B2C classique, c'est que tous les clients sont remontés par rapport à un distributeur, et donc ce distributeur sera capable de voir en fait tous les clients qu'il peut avoir sur un seul écran. Partant de ce principe-là, ce qu'on va proposer, c'est des services annexes, c'est-à-dire je vais collecter sur cette interface-là tout ce qui me permet de faire la procédure de profil de risque du mon client, de déclaration d'adéquation. Ok. Tout ce qui est les éléments réglementaires du conseiller en gestion de patrimoine, on va pouvoir l'aider là-dessus. Ensuite, ça c'est sur la partie vraiment en amont. Sur la partie quand il doit choisir les mandats, ben, nous on est en mesure de lui proposer soit des portefeuilles, on va dire, il veut avoir un mandat de stacking, je sais pas, il veut avoir une partie de trésorerie et une partie investissement sur des grandes capitalisations du marché, on va lui faire une allocation. Et Ok. donc ça lui permet de choisir en fonction du profil du client le bon actif ou le bon mandat qui correspond. Et en plus de ça, on les accompagne toutes les semaines, on leur envoie des newsletters en leur disant, ben voilà, sur tel mandat, il y a eu telle position qui a changé. On met un rapport de gestion disponible pour tous les mandats. Aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine qui sont disponibles pour que eux ben, puissent être en Ouais. mesure de répondre à leurs clients ben, s'ils ont une question. Pourquoi est-ce que ça a évolué dans tel sens? Pourquoi est-ce que ben là, mon mandat, il est pas descendu quand ça a monté? Et donc, tout ça, c'est des éléments qu'on crée avec l'équipe commerciale pour pouvoir répondre du coup aux questions potentielles des gestionnaires de patrimoine. Ok, waouh. Ok, super bien, bravo. Et sur la partie crypto, tu disais que maintenant, donc il y a de plus en plus de Français qui ont des cryptos. On estime ça à 12% selon la dernière étude de la DAN que tu disais. Au niveau des CGP, ça représente quoi comme taille en pourcentage? Tu as des CGP qui sont à genre plus de 20-25% et qui proposent vraiment beaucoup. Et puis, tu en as qui sont peut-être un petit peu plus safe et qui sont plutôt à 2-3%. Tu as de tout ou c'est assez équilibré? Non, c'est assez diversifié dans la mesure où il y a plusieurs types. On va dire dans l'étude de la DAN, si on la reprend, le ticket, on va dire le portefeuille moyen d'un client aujourd'hui, enfin d'une personne qui détient la crypto, c'est 5 000 € à peu près en Ok. stock. Nous, on est autour de 45-50. Donc, c'est des clients qui représentent, on va dire, des personnes assez fortunées quand même aujourd'hui. Et donc, ces 50 000 € en moyenne par client, ça représente, on va dire, 1 à 10% de leur patrimoine. Et donc, ça fait que, il y en a qui peuvent dépasser ça, mais c'est des gens qui sont globalement professionnels. Par exemple, moi, je suis client de Tivest, j'ai plus que 20% des actifs qui sont en crypto. Mais du coup, c'est des gens qui savent ce qu'ils font globalement et qui peuvent dépasser. Mais un gestionnaire de patrimoine n'ira jamais au-delà de, je pense, 10% par rapport à ce qu'on a pu voir. Et lorsqu'il dépasse, généralement, il fait signer une décharge à son client en disant que c'est vraiment sur sa demande propre et que lui, il a averti, on va dire, des risques globalement que ça pouvait représenter. Et donc, c'est un point qui est assez important pour nous de s'assurer aussi que le patrimoine du client correspond à ben, l'investissement qu'il souhaite faire. Donc, pour répondre à ta question, il y a des clients qui arrivent avec dire entre 5 et 10 000 € et ils ne mettront pas plus, mais c'est pour avoir une exposition vraiment de diversification sur un patrimoine qui va faire peut-être 100 000 € au global. Et il y en a qui mettent 200 000 € et ça représente 1% pour eux, quoi. Donc, Ouais. ça dépend vraiment des personnes. Et l'avantage, c'est que notre solution, elle permet de répondre à tous ces cas-là. Forcément, sur quelqu'un qui met 200 000 €, c'est plus intéressant pour nous que 5 000. Mais voilà, les lois de Pareto, tu as forcément 20% de tes clients qui t'amènent 80% du volume. On est un peu dans ce cas-là aujourd'hui, mais on a aussi une vocation à notre manière de rendre la crypto accessible au moins. Donc, c'est pour ça qu'on a un ticket à partir de 10 000 € et on peut déroger à ça en fonction des profils du client.
Ok, ok. Merci et merci pour les explications beaucoup plus complètes. Actuellement, les partenaires que tu as, est-ce que tu peux nous donner deux, trois noms de partenaires qui travaillent déjà avec toi, donc peut-être des CGP qui sont bien sûr pareil non confidentiels. Est-ce que tu as deux, trois noms à nous partager, à nous teaser un petit peu sur, sur les gens avec qui tu travailles? Ouais, après, je pense que les gens connaissent pas forcément, mais un partenaire avec lequel on travaille beaucoup, qui est d'ailleurs sur notre site, qui s'appelle Ivy Patrimoine, c'est Ouais. Johan Guy, le président de cette société. Lui, il a pas mal d'investissements à titre perso, et du coup, il accompagne une clientèle, on va dire, de personnes assez fortunées sur cette classe d'actifs. Donc, il a une spécialisation plus sur la partie, on va dire, gestion de petite capitalisation. Donc, leurs clients, ils ont pas mal de petites capitalisations, même si c'est pas que ça qui compose. On travaille aussi avec Willim, là, on peut voir sur l'écran, qui est un CGP à Bordeaux, qui est en ligne, c'est-à-dire qu'ils proposent un accès directement à la crypto sur leur site, qui est déjà pas mal fait, et qui Génial. présente là-dessus. J'ai fini aussi, qui est un de nos partenaires du début, et qui est un gestionnaire de patrimoine à Paris, qui nous a pas mal accompagnés. Et après, on voyait avant, j'en ai parlé au début, on travaille avec DeFi Labs, qui est un gestionnaire d'actifs. Donc eux, ils n'ont pas forcément leurs clients euh, en direct, mais on a une autre partenaire qui s'appelle Goat, qui font de la gestion algorithmique aussi sur Bitcoin. Donc ils achètent et ils vendent du Bitcoin de manière avec des algorithmes. Et du coup, on leur fournit le service aussi de distributeurs. Donc ils sont distributeurs de leur propre mandat chez nous pour leurs clients, ce qui leur permet en fait d'utiliser notre tech pour référencer, amener tous les clients qu'ils peuvent avoir, et qu'on s'occupe en fait de l'ensemble de la gestion de leur position. Et eux s'occupent de traiter et de collecter. Donc on Ok. travaille, c'est assez intéressant aussi d'avoir ces partenaires-là parce que, on va dire, c'est vraiment, on travaille main dans la main. On n'est pas partenaire, juste on a signé un contrat, c'est qu'on tous les jours on est amené à discuter, échanger, travailler ensemble. Euh, Ce qui fait que ça rend le travail vraiment plus intéressant aussi pour nous parce qu'on tisse des vrais liens avec ces partenaires-là. Et donc pour nous, c'est aussi une entreprise humaine, une aventure humaine. Donc c'est d'autant plus important que d'avoir ça en plus, quoi. Ok, bah, je pense que tu as des sacrés partenaires. Bravo à toi, on voit que t'as pas chômé. Justement, j'ai une question qui est un peu plus personnelle, et on la pose à tous les entrepreneurs qui viennent sur le podcast. C'est comment tu arrives à gérer la vie pro et la vie perso? Parce que vu tous les partenaires que tu fais, bah, tu dois travailler comme un acharné et c'est beaucoup d'entrepreneurs dans ce cadre-là. Toi, tu as réussi à trouver l'équilibre entre la vie pro, la vie perso? Et si oui, est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Nous, on est globalement, on est 5 cofondateurs hein, dans la Ok. société, donc il y a pas mal de disponibilité. On va dire, on a la capacité d'avoir des disponibilités un peu croisées avec mes associés, les cofondateurs. Donc, ça fait que globalement, il y a certains moments, on arrive à réduire cette pression. Mais Ouais. lorsqu'on monte une boîte, et je pense que tous les entrepreneurs l'ont appris, ou en tout cas le savaient avant, c'est qu'on ne peut pas déconnecter, quoi. Donc, ça veut dire que il y a des moments, la première chose qu'on fait le matin quand on se réveille, c'est regarder si on regarde ses notifications. Si on nous envoie un message à 23 heures sur un sujet qui est important, on peut pas dire je verrai ça demain. Ou alors si on voit ça demain, au moins on dit qu'on le voit demain et que la personne, on va dire, qui a pu avoir potentiellement un sujet important, qu'elle soit au courant qu'il y a une réponse en face. Et donc, c'est vraiment ça, ce qui, je pense, se caractérise et qui est peut-être ce que quelqu'un qui n'est pas dedans le voit moins, c'est que c'est tout le temps, quoi. Il n'y a pas de moment de pause. Peut-être que dans l'année, il y a une semaine où on peut être un peu déconnecté et encore, il faut s'organiser avec ses associés, quoi. Donc, en fait, c'est le jeu, c'est ce qui fait aussi que derrière, il y a une vie qui fait que, par exemple, si un lundi, on a envie de prendre un jour et donc de rester connecté, mais d'aller faire autre chose quelque part on n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. On a une certaine, je dis ça parce que ça veut dire qu'on a une certaine liberté Ouais. d'organisation
dans la mesure où on maîtrise le business. Et donc, cette liberté, elle vient à un coût, c'est-à-dire que, il faut tout le temps être disponible. Donc, ça inclut les vacances. Ben là, justement, on tourne ça un jour férié. On en Ouais, parlait c'est au vrai. début, avant de commencer à tourner. Ben, c'est des sujets comme ça qu'on peut pas, qu'on n'évite pas. Et surtout, c'est pas on le voit pas forcément comme une contrainte, mais comme une composante en fait de cette vie-là. Et donc, moi, je suis pas abattu par ça. C'est neutre, quoi, en fait. Ouais, d'où l'importance aussi d'avoir des cofondateurs, des collaborateurs qui sont en permanence là pour aussi accompagner, pour pouvoir épauler, pour peut-être aussi déléguer un peu aussi bien le travail que le stress. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Quand on lance une société et qu'on est seul, c'est vraiment, vraiment très difficile. Donc, bravo à toi. Comment tu as su bien t'entourer avec tes cofondateurs? Comment as su que c'était les cofondateurs avec qui il fallait lancer Tilvest? Comment ça s'est passé? Comment tu as eu cette envie de créer Activest avec eux? Bah, généralement, lorsqu'on va trouver des cofondateurs, enfin, en tout cas dans mon cas, j'ai cherché des personnes qui n'étaient pas comme moi, c'est-à-dire qu'on avait des compétences Ouais, qui étaient différentes. complémentaire. Et donc, dans l'équipe, en fait, il y avait besoin de plusieurs compétences. Une compétence tech, donc savoir gérer des positions crypto et remonter ces positions de manière euh, automatisée chaque jour et donc pouvoir traiter à la fois des demandes clients, mais aussi des demandes d'achat-vente de crypto. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est une connaissance du marché de la gestion de patrimoine. Donc avoir une partie commerciale solide parce que sans vente, on peut développer la meilleure tech du monde. Ouais, Il y aura plus assez d'argent pour aller continuer le développement. Et donc on est un peu à la croisée des chemins en interne, c'est-à-dire qu'on a à la fois une équipe tech en interne qui est béton, on a un ancien ingénieur patrimonial qui a fait des grands cabinets qui s'appelle Vincent Martin, des grands cabinets de gestion de patrimoine qui du coup est responsable de la partie sales chez nous. Et on a un directeur des investissements qui a fait 5 ans à la BNP, qui s'appelle François Hardy, et qui est détenteur du coup d'un diplôme qui s'appelle le CFA pour permettre de montrer la capacité de gestion d'un investissement, et du coup qui s'occupe des investissements de nos mandats. Et donc ces trois compétences principales font que on arrive à cibler à la fois la remontée d'informations, on arrive à cibler à la fois l'investissement et l'accompagnement des partenaires. Et donc, c'était ces compétences dont on avait besoin. Et au fur et à mesure on avance dans un écosystème, on rencontre des ouais. gens, on parle de notre idée lorsqu'on en a une, et on voit qui accroche et qui trouve ça intéressant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, globalement, lorsque j'étais chez UBS, un de mes collègues qui est arrivé un an avant moi, il est parti dans une DAO qui s'appelle dans une DAO et j'ai trouvé ça intéressant, mais je me suis dit bon ben, il a pété un plomb en fusion-acquisition, il avait envie de faire autre chose et du coup je me suis dit ben, on va prendre un café et voir et j'ai trouvé ça super intéressant la vision qu'il avait et c'est ça qui m'a vraiment donné aussi pour le coup envie de lancer dans cet écosystème plus que d'être un spectateur, on va dire. Lui m'a mis en relation avec une autre personne, Vincent Martin, qui était en sales. Et lorsqu'on a commencé l'activité, eh bien, on a rencontré les trois autres associés, donc François, Cyril et Julien, avec lesquels on a vu qu'ils avaient cette compétence-là technique. C'est pour ça qu'on s'est lancé ensemble dans l'aventure. Wow. Bah écoute, grosse équipe, vraiment une grosse équipe de cofondateurs. Félicitations à toi et à tes autres cofondateurs d'avoir réussi à vous souder et souder vos cerveaux, vos complémentarités dans cette société. C'est pas souvent facile et vraiment bravo, bravo à vous. Actuellement, quelle est ta vision à titre perso sur la partie crypto-monnaie et sur l'écosystème Web3? Euh, Toi, tu es là depuis très longtemps. Tu nous as déjà donné un petit peu ton avis sur le fait que c'est important qu'il y ait de plus en plus d'institutions qui soient dans l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment important. Mais dans l'écosystème crypto, mais il y a aussi de plus en plus de choses qui se font. On parle de métaverse, on parle d'IA. Qu'est-ce que tu penses de cet écosystème Web3 et est-ce qu'aussi
Tu trouves que cet écosystème, il est assez friendly? Est-ce qu'il accueille assez vite des nouvelles personnes? Euh, comment dire, sur cette partie IA, il y a vraiment des cas d'usage qui se créent. Par exemple, les projets qui ont fusionné, qui permettent de mettre en commun des puissances de calcul pour répondre du coup à tous les modèles génératifs qu'il y a pu avoir, c'est super intéressant. Et ça montre qu'il y a un autre modèle possible qu'une entreprise privée qui lève des fonds pour en fait, générer de la valeur. Et donc, dans l'intelligence artificielle, il y a toujours une notion un peu en background de bien commun, c'est-à-dire on a un peu, je pense, été traumatisé avec tous les films type Terminator, où on se dit où est-ce qu'on va aller lorsqu'on a quelqu'un enfin, de conscient, en fait, une machine qui est consciente. Et donc, il y a peut-être une notion de partage, de démocratisation de l'accès à ce type de technologie qui ressemble un peu à l'esprit de Bitcoin du début, enfin, qui est toujours le cas, mais de sortir un peu de la dépendance aux banques et donc de rendre de quelque chose un peu dans le domaine public avec de l'open source qui est, je pense, très intéressante et en tout cas qui correspond au même état d'esprit. Après, nous, personnellement, moi, je suis plus focalisé en tant que financier sur l'avantage et l'apport de valeur de la crypto, on va dire dans le monde traditionnel. C'est-à-dire que pour moi, c'est un des seuls actifs. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talker. Je vais prendre une minute de votre temps pour vous présenter le token URU, qui est un projet révolutionnaire lié à l'écosystème Erudit World. Alors déjà, dans un premier temps, il sponsorise le podcast de Token Talkers. Le token URU est basé tout simplement sur un principe de play to earn, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement gagner encore plus d'URU tout simplement en aidant la communauté NEC. Le token URU offre des applications qui sont concrètes dans tout l'écosystème Erudit World. C'est-à-dire que vous pouvez échanger vos tokens URU contre des services exclusifs, mais aussi contre de la nutrition, et vous pouvez même participer à des jeux qui vont vous permettre de gagner encore plus de tokens. Chaque propriétaire d'Uru peut décider de l'utilisation qu'il souhaite en faire, s'il veut acheter, revendre ou même offrir ce token. Le token Uru, il est sécurisé sur la blockchain. Il est limité en termes de quantité à 2,5 millions de tokens, ce qui fait qu'il y a plus de valeur et bien sûr, ce qui assure sa rareté. En rejoignant l'écosystème Eruditward, vous bénéficiez donc d'un réseau d'experts, de services premium et vous sécurisez votre avenir financier. Si vous voulez plus d'informations sur Eruditward, vous avez le lien en bas de la vidéo, vous avez le lien en commentaire du podcast et bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter. Qui ne dépend pas d'une banque. C'est-à-dire Ouais. que si j'ai de l'immobilier, si je veux le vendre parce que j'ai besoin de liquidité, je suis obligé de passer par une banque ou par un notaire pour au moins officier cette vente-là. Et donc, on a quand même basé en fait tout notre système aujourd'hui sur deux, trois pôles de confiance, banque, notaire, qui n'ont pas été challengés depuis l'invention du notariat, 1400, voire même avant, qu'on rend ça vraiment institutionnalisé. Et donc, je trouve que je passe pas tout de suite à l'IA, on va dire, comme un sujet important pour moi, on va dire à titre perso, parce que je trouve qu'on n'a pas encore poussé au maximum la partie crypto, qu'il y a encore plein de choses à faire sur la démocratisation, décentralisation de ces actifs-là. Moi, le vrai game changer sur ce marché, c'est vraiment que l'ensemble des acteurs institutionnels, mais surtout sur l'assurance, la bancaire, passent à l'ère du numérique et passent à l'ère du numérique en sécurisant leurs transactions et, les transferts de fonds via la blockchain. Et je pense qu'on n'est pas, on n'est pas loin d'y aller. Je ne dis pas 6 mois, hein, mais c'est plutôt de l'ordre de 3, 4, 5, 10 ans. Mais lorsque ça arrivera, je pense que la majorité des gens verront pas forcément de différence comme on n'a pas vu forcément la majorité des gens ne comprennent pas comment une carte de crédit fonctionne, pourtant tout le monde l'utilise et la technologie qu'il y a derrière, elle est folle. Mais on va passer, je pense, de la même manière qu'on est aujourd'hui au cash sur les actifs qu'on détient dans les comptes titres, on va passer à l'équivalent de la carte de crédit pour les comptes d'investissement. Et je pense que la blockchain a un rôle à jouer dedans, Euh, mais c'est globalement un sujet de numérisation globale qui, moi, me passionne et qui fait que je pense que les cryptos ont, ou en tout cas la blockchain publique, a un vrai rôle à jouer.
et elle le joue déjà, mais il faut continuer à la renforcer et à discuter en fait avec les contreparties principales, les banques, les assureurs, pour leur permettre d'intégrer cette technologie dans leur roadmap et dans leur développement, et ce à quoi nous on contribue aussi un peu aujourd'hui. Ok, merci pour ton partage et tes explications, c'est super précis. On voit un petit peu en même temps ta vision personnelle sur l'écosystème crypto Web3 et tout ce qui va autour. Euh, Actuellement, Tilvest, vous êtes présent en France et dans d'autres pays également? Alors, on est présent que en France aujourd'hui. On regarde pour d'autres pays, mais il y a un sujet de réglementation Ouais. qui est principalement le frein aujourd'hui. Après, des clients du coup qui font de la reverse sollicitation, donc qui sont amenés, qui questionnent, par exemple, qui sont frontaliers et qui vont questionner leur gestionnaire de patrimoine français pour avoir des sujets, ben, forcément, on peut avoir quelques clients de nationalité étrangère dans nos clients. Euh, D'accord. mais c'est pas le cas. Il y a pas, on va dire, un flux étranger majeur aujourd'hui. C'est un sujet qu'on regarde et qu'on sera prêt à développer, je pense, dans les prochains mois, prochaines années. Et il existe la réglementation européenne dans votre secteur d'activité, ce qu'on entend, règlement MiCA, des choses comme ça. Pour vous, pour ce que vous proposez, est-ce qu'il y a un agrément qui existe déjà sur l'Europe complète? C'est encore Ben, trop récent. c'est l'agrément. Mika nous touche du coup. Le Ok. vrai le sujet de Mika, c'est que le conseiller en investissement financier, ça n'existe que en France. En fait, il n'y a pas de ce Mm. sujet-là, ce statut-là, et il est moins présent dans les autres pays d'Europe, on va dire sous d'autres formes. Et donc, il faut comprendre en fait comment s'adapte du coup la réglementation européenne à notre secteur. On a déjà des sujets et de la manière de le présenter. Euh, mais du coup, c'est plutôt nous qui avons le rôle de conseil à ce moment-là. Et donc, cette réglementation, on accompagne aussi nos gestionnaires de patrimoine pour la mettre mise en place en fait de ce qu'ils doivent faire. Et donc, c'est un sujet plus interne que externe aujourd'hui. Ouais, je comprends. Et au niveau des crypto-monnaies que vous proposez, donc tu disais qu'il y en avait pas mal. Quels sont vos critères pour définir, c'est quoi? C'est la market cap? Faut que enfin, je sais pas du coup quels pourraient être les différents critères que vous mettez en avant pour pouvoir justement dire cette crypto-monnaie, on la propose. Alors, il y a un critère, donc j'avais dit au début, un critère de conformité. Est-ce qu'on a le droit de toucher à cet actif ou pas, d'un Ouais, point de vue réglementaire. Ensuite, on va regarder la market cap, on va regarder la liquidité moyenne sur les 30 derniers jours. Donc, on va voir s'il n'est pas listé sur un exchange, on va regarder en DeFi. Et on va regarder aussi où est-ce que c'est. Par exemple, si c'est sur un échange décentralisé inconnu au bataillon sur Solana, bon, par exemple, on va pas forcément faire confiance aux métriques de liquidité. Et donc, globalement, ça fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jetons qui sont éligibles en dessous d'une capitalisation de 1000. Si tu regardes CoinGecko, CoinMarketCap, même si tu peux avoir des surprises. L'idée, c'est que on peut être intéressé d'aller acheter des jetons qui sont pas listés sur les plateformes d'échange, que nous on peut acheter en DeFi. Et ouais, donc ça, c'est par exemple un mandat qu'on appelle small cap, petite capitalisation, qui est disponible et que certains clients, ben, en fait, c'est souvent des clients qui ont déjà du Bitcoin et de l'Ether à côté et qui ont envie d'avoir une exposition aux petites capis gérées par un professionnel à côté. Ben, ça, c'est un mandat qui va permettre d'aller chercher que ces actifs-là qui répondent à ces critères. Par contre, il y en a, en fait, c'est leur premier achat en crypto. Et du coup, nous, on propose un mandat à 50% Bitcoin, 50% Ether, qu'on parfait. rééquilibre. Et dès qu'il y a 10% de plus-value, on sort le gain et on le positionne sur un compte de trésorerie, donc de stacking en fait, qui rémunère en euros. On est à peu près entre 8 et 12% par an en fonction de l'engouement de marché, pour en fait faire grandir sa poche crypto. Plus on avance dans le temps, mais en écrétant en fait la plus-value au fur et à mesure pour on va dire, préparer au cycle qui sont globalement, tu les connais, hein, ça monte et après ça baisse C'est clair. globalement sur le marché. On a vu qu'il y avait eu un meilleur intérêt, un plus grand intérêt sur le dernier cycle à faire ça
pour quelqu'un que de rester long only. Donc c'est une manière pour nous d'avoir une gestion en bon père de famille pour ces clients-là. Donc eux, par exemple, ils seront intéressés par ça. Après, on a aussi du coup référencé, on a une grosse expertise en interne de gestion de mandats algorithmiques. Donc en fait, c'est pas tant les actifs qu'on achète que la méthode pour les acheter. Donc quels sont les indicateurs qu'on va regarder. Et donc on peut passer du trading algo haute fréquence quelques secondes à on le garde entre 1 heure et quelques heures à on garde, on fait deux, trois opérations d'investissement par mois. Donc en fonction de ça, ça correspond à plus ou moins de personnes. Mais globalement, les clients qu'on peut avoir, ils cherchent surtout à limiter la perte potentielle et à maximiser le gain avec un ratio rendement-risque élevé. Donc l'idée, c'est de prendre, d'avoir le plus gros rendement avec le moins de risque potentiel. Et donc aujourd'hui, la majorité de nos investissements, ils sont sur des mandats de ce type-là, où le but n'est pas forcément de dépasser le prix l'augmentation de valeur de Bitcoin, mais sur la durée, d'avoir un rendement qui est peut-être moins volatile, mais plus régulier. Et donc Ok. forcément, dans un marché haussier où Bitcoin prend 40% en février, il y a des mandats qui n'ont pas autant performé, il y en a qui ont surperformé aussi, en petite capitalisation notamment, mais ça dépend en fait du profil du client. Et un client peut mélanger plusieurs allocations. Il peut dire je vais avoir une partie, je sais pas, 50% sur des petites capitalisations avec ces critères de recherche intéressants, et je vais avoir 50% sur un mandat dont le but est juste de générer de la performance de manière plus régulière. Donc d'avoir un profil équilibré au global, mais en ayant, on va dire, deux thèses d'investissement différentes au sein même de son portefeuille. Et donc ça, c'est plutôt ce qui est recherché chez nous aujourd'hui. Pour le mandat, c'est qui décide? C'est le CGP pour son client ou c'est le client qui dit au CGP ce qu'il veut faire, ou les deux? Et pareil sur la durée. Donc, par exemple, je sais pas, je suis un investisseur, je veux mettre un petit peu d'argent grâce à mon CGP dans le domaine des cryptos, je veux que ça dure 6 mois. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que je peux aussi garder sur du long terme? Oui, en fait, ça dépend de l'appétence du client pour la classe d'actifs. Si le client vient Ouais. voir son gestionnaire de patrimoine et lui dit j'ai envie d'acheter du Bitcoin, on va dire d'avoir une exposition au marché, par exemple le mandat dont je te parlais avant, équilibrer Bitcoin, Ethereum 50-50, ben, ça répond bien à son besoin. Par contre, D'accord. s'il dit, par exemple le client vient voir son conseiller et dit bah, j'ai envie d'avoir cherché du rendement de manière, on va dire, plus régulière, et ben, c'est plus facile aujourd'hui de le faire sur la partie crypto parce que bon, il y a du stacking, mais il y a aussi des mandats de trading algorithmique qui permettent de capitaliser sur la forte volatilité du marché. Et plus il y a de volatilité, plus il y a la possibilité d'aller générer du rendement on va dire avec moins de vol, c'est-à-dire en prenant des positions qui permettent d'être assez neutres par rapport au marché Bitcoin, mais en prenant des gains, on va dire par exemple sur des bougies. Je veux dire, je sais pas, j'ai un modèle algorithmique qui fait que j'arrive quand le marché il fait tel signal, ben, je pense qu'il y a 80% de chances que le marché monte après. Ben, on peut prendre des positions de ce type-là, ce qui fait que ben, on arrive à générer du rendement de manière plus régulière. Et donc ça peut être un produit qui correspond aux besoins du client, sans forcément que le client ait dit qu'il voulait acheter de la crypto en fait. Donc ça Ok. permet de rajouter une corde à son arc qui est assez intéressante. Et lorsqu'ils ne savent pas forcément, ben, nous on est amené à faire, dans on va dire, 10% des cas, un rendez-vous avec le client pour lui expliquer les mandats, qu'il puisse nous poser ses questions et que nous, on puisse l'aiguiller en fonction. Généralement, ça arrive la majorité des cas au début de la relation avec le gestionnaire de patrimoine, lorsqu'il ne sait pas forcément quelle est notre offre et comment ça se construit. Une fois qu'il a écouté une fois ce qu'on a dit, globalement, il a l'habitude avec les autres produits et donc il arrive il l'assimile et il l'explique à son client. Et dès qu'il y a une nouveauté qu'on lance, on fait de la formation, on explique ce qui change par rapport à un autre mandat, et après ils peuvent le rajouter ou non dans l'offre qu'ils proposent à leurs clients. Ok, bah merci, très précis. Une question un petit peu, c'est pas une question piège, mais d'après toi, est-ce qu'on est plutôt en bull run? Est-ce qu'on arrive dans une bonne période pour l'écosystème? Est-ce qu'on est encore, parce que bah voilà, tu es là depuis très longtemps, donc tu as connu le marché haussier, le marché baissier, les marchés de range. On est dans quelle phase là actuellement pour toi?
Là, on est dans une phase de range, dans le sens où on est passé au-dessus des 69 000 qui était l'ancien all-time high, c'est même à Mhm. 72. Et donc, on est entre 72, on va dire, et 59 000 dollars par Bitcoin globalement. Donc à court terme, je pense qu'on est dans une phase de range. À long terme, je suis convaincu qu'on n'est pas au bout on n'est pas au bout du bull run. On va dire, on peut quand même aller Oui. chercher un peu plus haut aujourd'hui. La raison principale, c'est que les 69 000 ou les 72 000 dollars par Bitcoin de 2024, c'est pas les mêmes 69 000 que celui de 2021. Il y a eu de l'inflation, il y a eu Ouais. énormément de nouveaux acteurs qui sont rentrés sur le marché. On parlait de BlackRock, mais par exemple Nasdaq va vouloir commencer à proposer de la conservation et de l'achat-vente de crypto. Donc en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont arrivées sur le marché, beaucoup plus d'utilisateurs. On est passé, je crois, à 580 millions d'utilisateurs crypto. Et donc, on est un peu dans une phase similaire à celle d'Internet dans les années 2000. On est à peu près dans les années 2002-2003 si on compare avec le nombre d'utilisateurs d'Internet. Et à cette époque-là, on était déjà dans la logique en disant, bah, il y a déjà tellement de monde sur Internet, j'imagine, enfin, ça changera pas grand-chose qu'il y ait 1 milliard de personnes en plus ou pas. Bah, dans les faits, ça a fait complètement exploser les autres services. Il y a de nouveaux potentiels, de nouvelles entreprises qui sont créées sur Internet depuis 2005. Bah, on pense à YouTube, on pense à Facebook, on Mhm. pense à les derniers, le plus gros c'est TikTok, qui vraiment a un impact majeur sur nos vies. Sûr. Et sur ces éléments-là, en fait, l'humain est globalement très peu capable de prévoir comment est-ce que sera le futur. Il peut s'imaginer qu'il y aura des modifications, mais comment, c'est quand même assez difficile. Moi, ce que je pense, c'est qu'à long terme, il y a un potentiel d'appréciation qui continue pour cette raison-là. Mais l'autre raison aussi, c'est que Bitcoin, par exemple, c'est un actif qui est artificiellement rare, c'est-à-dire qu'on a artificiellement, dans le code, réduit la quantité maximale de Bitcoin qui peuvent être émis. Et face à ça, on a 1 euro, 1 dollar ou n'importe quel autre même fiduciaire qui n'a pas de hard cap, c'est-à-dire qu'on peut en émettre autant. Donc Bitcoin peut s'apprécier en valeur par rapport à ces monnaies pour la raison organique, c'est-à-dire il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent, en tout cas qui suivent, qui se mettent sur cet écosystème. Et l'autre raison, c'est juste que l'euro perd de sa valeur par rapport à ces monnaies, aux crypto-monnaies, parce que il y a une quantité de monnaie en circulation qui est arrivée sur le marché, Ouais. qui est tout le temps en croissance. C'est le principe de nos économies, hein. Mais ça fait qu'il y a un impact forcément pour la valeur du Bitcoin, et notamment en période de post-halving, où j'avais vu une étude là-dessus, où on comparait le niveau de rareté par rapport à l'or avant le halving de avril dernier, donc avril 2024. L'or, imaginons que l'or, la rareté c'est 100 et Bitcoin c'était à ce moment-là 140. Aujourd'hui on est passé à 70. Donc c'est-à-dire que Mhm. Bitcoin est structurellement plus rare. En tout cas, il y a plus de demandes pour le Bitcoin que d'offres, que l'or. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, vu qu'on compare tout souvent les deux actifs en termes de réserve de valeur numérique, et numérique pour le Bitcoin et traditionnel pour l'or. Et donc, tant que ces deux éléments-là restent viables, c'est-à-dire une demande de plus en plus importante sur le marché, dire de nouveaux utilisateurs, et on continue d'émettre de la monnaie, il restera un intérêt pour le marché et on ne sera pas à un plafond qu'on ne dépassera pas. Donc, c'est pour ces deux raisons-là, moi, je suis encore confiant et on peut y aller. Après, c'est facile de dire ça, je suis forcément dans cette industrie, donc biaisé. Mais en tant que financier, j'essaie aussi de mettre mon esprit critique. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, j'ai réinvesti du cash que j'avais à côté en début janvier, et que dès qu'il y a des opportunités de rachat, je mets aussi de l'argent là où j'ai mes idées, quoi. Donc, je prends aussi du Ok. risque. Et généralement, lorsqu'on propose un mandat à nos clients, on est quasi tout le temps plus ou moins investi, chacun des membres de l'équipe, quoi. Donc, ça montre aussi qu'on y croit et qu'on est aligné. D'accord. Tu vulgarises vraiment très bien, Julien. Ça fait plaisir de t'écouter. C'est pas le cas de tout le monde, hein, parce qu'on sait que dans les gens dans l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui viennent 100% de la tech, pas forcément de la finance, et qui ont tendance à expliquer beaucoup trop la tech
on va dire au retail. Et bah, c'est comme ça en fait qu'on les perd. Et c'est comme ça que des fois le retail a du mal à se mettre dans l'écosystème. Toi, tu as vraiment cette façon de vulgariser qui est très intéressante. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec tes mots, tout simplement, bah, c'est quoi une crypto? Est-ce que tu pourrais nous expliquer de manière toute simple, vraiment, bah, c'est quoi une crypto? Ouais, ben, une crypto, c'est un objet intangible, c'est-à-dire que je peux pas le toucher comme je peux toucher un stylo que je produis. Pourtant, c'est pas pour D'accord. ça que ça n'a pas de valeur. C'est la même raison pour laquelle on accorde de la valeur à son euro dans son compte bancaire, c'est que finalement, bah, je peux pas le toucher parce que je peux sortir du cash, mais si j'ai 100 000 euros sur mon compte bancaire, bah, je vais pas pouvoir sortir 100 000 euros parce que sinon la Ouais. banque va tirer toutes les alertes. Et donc, c'est en fait la représentation de quelque chose que je détiens dans un registre comptable. Et donc, la force de la blockchain, c'est que ce registre comptable, il est mis à jour à chaque fois qu'il y a une transaction. Et donc, je peux suivre, et tout le monde peut suivre de manière transparente, qui détient quoi, euh, tant que j'ai accès en fait à la clé qui me permet d'envoyer, de montrer que c'est moi qui suis propriétaire de ce portefeuille-là. C'est le même fonctionnement que lorsque je me connecte à mon adresse mail. Une adresse mail, ben, tout le monde, dès qu'elle a l'adresse, peut envoyer un mail dessus, mais la seule personne qui peut lire et qui peut répondre, c'est celui qui détient les codes d'accès. Eh ben, c'est la même chose avec une crypto. Si je détiens les clés d'accès d'un portefeuille public, ben, à ce moment-là, je peux mouvementer ce qu'il y a dessus, mais si j'y ai pas accès, je peux juste voir que telle personne, en tout cas telle adresse, détient tant de quantité du crypto actif et sans pouvoir pour autant le bouger. Et donc cette transparence, elle a une valeur elle permet de justement de renforcer la valeur qu'un cryptoactif peut avoir. Et donc globalement, pour résumer, c'est une preuve comptable transparente que une adresse détient un actif qui du coup peut bouger de valeur par rapport à un autre référentiel, l'euro ou le dollar, Ouais. mais ça reste une valeur qui peut être échangée à tout moment. Mais comme n'importe quel actif, comme une voiture qui, genre lorsque je la sors de la concession, elle vaut 30% de moins. Si je veux vendre un bien immobilier beaucoup plus rapidement, bah, du coup, je vais devoir abaisser énormément le prix parce que quelqu'un va essayer de négocier au maximum. Donc, Ouais. Brader. ouais. Donc, c'est pour ça que moi, en tant que financier, c'est aussi qui m'intéresse dans les cryptos, c'est que c'est un actif qui s'achète et se vend librement qui se price en fonction de l'offre et de la demande. Et donc aujourd'hui, on est dans ce cas-là. D'accord. Bah, merci de nous avoir expliqué d'une manière super simple c'est quoi une crypto, parce qu'encore pour beaucoup de gens, on a vraiment tous les auditeurs différents. On a vraiment des gens qui sont très nouveaux, il y a des gens qui sont déjà spécialisés dans l'écosystème, qui le connaissent par cœur et qui veulent découvrir Mm. les cofondateurs comme toi. Donc c'est pour ça que c'est assez important. Une dernière petite chose, est-ce que tu participes, est-ce qu'on a la chance de pouvoir croiser Tilvest à des events de l'écosystème Web3? Est-ce que ça peut arriver? Alors nous, on est plutôt sur la partie traditionnelle, c'est-à-dire que Ouais. on va par exemple à Paris Blockchain Week qui avait lieu en avril, on Trop était cool. l'événement notamment de Pirateslab, je pense que tu connais Bilal. Ouais, bien sûr. Mais nous, on se focalise plus sur les événements traditionnels, c'est-à-dire que notre plus gros événement, c'est une convention qui s'appelle Patrimonia, qui a lieu à Lyon tous les tous les mois de septembre en fait de chaque année où on a un stand qu'on présente et c'est dédié en fait aux gestionnaires de patrimoine, au métier de la gestion de patrimoine. Et donc on fait plutôt ces événements-là. On était à un autre événement de ce type-là qui s'appelait le sommet du patrimoine et de la performance en janvier dernier. Donc en fait, c'est un choix, hein. Généralement C'est sur plus ces ciblé, ouais, salons-là, c'est bien. ouais, sur ces salons-là, c'est pas inconnu. Généralement, les gens payent un stand, hein, en fait. Et donc nous, notre stratégie, elle est exclusivement dédiée, on va dire, aux gestionnaires de patrimoine qui sont quand même peu à se déplacer sur des salons, on va dire, spécialisés crypto. Mais après, si les gens veulent nous rencontrer ou échanger avec nous, on est disponible, on est sur Paris, donc on peut même rencontrer les gens en physique ou même en visio, et ça serait avec plaisir. Et le meilleur moyen de te contacter, j'imagine que c'est l'adresse mail contact@tilves.com, non? Je pense que c'est aussi un bon C'est moyen ça. de te contacter. Ouais, Ok, bah merci. on a un formulaire de contact même sur le site qui permet de préciser C'est vrai. son intérêt
Et après, c'est directement connecté on va dire, au calendrier de l'équipe Sales. Si y en a qui veulent prendre rendez-vous, avec plaisir. Bah, super, bah, merci pour cette info. Julien, on sait que tu as un planning très chargé, on arrive gentiment à la fin du podcast, on va devoir te libérer. On aurait pu parler ensemble encore des heures, donc au pire, on fera un autre podcast. C'est vraiment un plaisir de t'écouter. Dès qu'on arrive à la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc le mot de la fin, ça peut être vraiment très vaste, ça peut être tout simplement un mantra que tu veux nous partager, une astuce, ça peut être tout simplement un sujet qu'on a abordé, sur lequel tu voudrais apporter plus de précision, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, que tu voudrais aborder, peut-être un sujet qui est en train de se mettre en place avec Tilvest et tu veux nous apporter une exclusivité, peu importe, tu as le champ libre, ça peut durer 30 secondes comme 10 minutes, on te laisse un mot de la fin. Super, merci Jean. Peut-être le point pour moi qui est important, c'est qu'on trouve vraiment que 2024, c'est l'année de la crypto, où on peut vraiment commencer à s'y intéresser. Et donc pour ça, nous, on a développé au début d'année un livre blanc qui explique un peu notre vision, comment est-ce que on voit les choses évoluer, la manière de s'y exposer. Et donc tous ceux qui ont été intéressés par les échanges qu'on a pu avoir ensemble aujourd'hui, je les invite à venir les télécharger directement sur notre site web pour qu'ils Ok. puissent avoir peut-être un peu plus d'informations, peut-être un peu plus de contenu écrit. Et après ça, s'ils ont d'autres questions, je serais ravi soit de revenir faire un podcast avec toi, soit de répondre, soit avec mon équipe répondre à leurs questions, soit directement refaire peut-être un webinaire ou un autre élément qui pourrait rentrer plus en détail sur un sujet en particulier. Mais voilà un peu le mot de la fin qui est peut-être plus général, mais l'idée est toujours de la démocratisation, d'explication. Et si un jour nos services peuvent vous intéresser, on peut même vous mettre en relation avec des gestionnaires de patrimoine qui pourront du coup vous aider à accéder à nos mandats. Ok, bah, trop bien. Merci beaucoup, Julien, pour ce mot de la fin. C'est très complet. Euh, C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Vraiment, tu as une façon de vulgariser, d'expliquer les choses qui est très intéressante. Grosse vision avec Tilvest. Force à vous. Une société qui est en train d'exploser et il n'y a pas de raison que ça arrête parce que vous venez vraiment boucher un trou pour les CGP qui est pour une galère, la Ouais, partie crypto, je pense. Donc, vraiment, force à toi. Vraiment, grand bravo à toi et à tes cofondateurs pour cette vision commune. Et impatient de t'avoir encore sur le podcast dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas, ou dans 6 mois, dès qu'il y aura des évolutions pour qu'on puisse se partager la communauté. super. Merci beaucoup pour ton invitation, Jean. Je souhaite à tout le monde un bon visionnage, même si j'aurais peut-être dû dire ça au début. Et je te souhaite à bientôt. Merci.